RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous sommes avec le vice-président de l'Assemblée nationale, député La République En Marche, Sacha Houlié. Bonjour. Bonjour. Allez-vous lâcher enfin sur cette mesure qui est de plus en plus contestée, à savoir le passage à 80 km/h sur certaines routes secondaires? Même des députés de La République En Marche, notamment le député de la Corrèze, vous dites stop. Alors d'abord, c'est pas aux parlementaires de lâcher puisque la compétence elle est réglementaire. Donc c'est le Premier ministre qui a présenté un plan dans lequel figurait l'abaissement de la vitesse de circulation à 80 km/h sur certaines routes. C'était des routes sans séparateur central, à double sens. Et donc il y a certaines routes sur lesquelles c'est nécessaire, des routes départementales voire communales sur lesquelles il n'y a pas de marquage au sol. Ça s'impose et c'est évident. Après, il y avait la question de savoir si lorsqu'il y a les dépassements qui sont autorisés, c'est possible de rouler à 90 km/h. C'est des choses sur lesquelles on peut discuter, on peut avoir des aménagements. Il y a des présidents de département qui devront mettre en œuvre les mesures. Donc s'il y a des discussions en cours et s'il y a des aménagements possibles, que ce soit fait. Mais en tout cas, l'abaissement de la vitesse de circulation pour abaisser le nombre de morts sur les routes, c'est tout à fait justifié, c'est tout à fait mais vous l'avez pas vu venir, défendable. Cette fronde venue de la province. La province, finalement, non, mais c'est vrai vous la regardez un peu de loin. Moi, je suis député de la Vienne, donc et j'ai 40 communes et j'ai fait 30 cérémonies de vœux sur 38 communes. Alors, on vous dit quoi dans la Vienne? Alors, je suis sûr qu'on est contre. Alors, ça dépend parce que sur un axe comme une route nationale 149-147, dans lequel vous avez des circulations à double sens avec un trafic journalier qui est très important, évidemment, on est contre. Évidemment, on est contre. Sur un axe qui, là où on sort avec des routes qui sont pas forcément bien entretenues, avec des routes qui sont pas marquées, comme je vous le dis, là, ça justifie. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent à 90 km/h sur ces routes. Donc, c'est juste une mesure de bon sens que de dire qu'il faut abaisser la vitesse sur ces routes. Est-ce que vous comprenez les raisons de cette colère? Mais il y a non seulement on roule pas en centre-ville à 90 km/h. Donc évidemment que les gens qui habitent dans les campagnes se sentent plus concernés. Voilà. Et ils ont l'impression une fois de plus qu'on va installer des radars, des machines à fric. Non, parce que justement, ce qui a été dit et ce qui pour le coup est répété et sera répété autant de fois que nécessaire, il n'y a pas plus de radars. Et il n'y aura pas de création de plus de radars. Et le plan, il concernait cette mesure. Mais il y avait aussi les mesures sur l'alcool au volant. Il y avait aussi les mesures sur l'usage du téléphone portable au volant. Il y avait aussi les personnes qui ont 12 points sur leur permis de conduire, 35 millions de Français, et qui aujourd'hui devront avoir des mesures d'amélioration. Marianne. Pardonnez-moi. Il n'y a pas plus de radars. Donc vous êtes en train de nous vendre le fait qu'on va avoir un abaissement de la limitation de vitesse sans aucun radar supplémentaire. Et en réalité, si vous abaissez la limite, vous avez nécessairement des contrôles. Donc les radars, qu'ils soient fixes ou mobiles, les radars, on les aura. Donc évidemment, quand les gens... on ne demande pas les contrôles. Mais bien sûr que si. Mais forcément. Sinon, ça ne sert à rien de faire cette mesure-là. Dans ce cas-là, ne la faites pas. Si vous ne voulez pas la contrôler, c'est comme toutes les mesures. Comme toutes les mesures. Si vous ne voulez pas qu'on la contrôle... Les radars, où est-ce qu'ils se trouvent ? Les radars, ils se trouvent sur les zones qui sont à 50 km/h, sur les zones qui sont à 70 km/h, parce qu'elles sont supposées dangereuses. Et après, ça c'est pour les radars fixes. On est d'accord. Et ensuite, il y a ce qui concerne les radars mobiles. Les radars mobiles, aujourd'hui, il y a des contrôles qui sont opérés dans des zones dangereuses. Et donc, si ces zones dangereuses sont abaissées en vitesse, il y aura des contrôles sur des portions à 80 km/h. Il n'y en aura pas plus qu'il y en avait avant. Ne venez pas prétendre qu'il n'y aura pas plus de contrôles. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que de toute façon, quand aurons-nous enfin des mesures qui correspondent et quand aurons-nous enfin la carte des accidents en France, des routes accidentogènes, parce qu'une mesure comme celle-ci, où vous nous dites, ah oui, mais s'il n'y a pas de terre-plein central, etc., mais peut-être qu'il n'y a jamais aucun accident sur ces routes-là. C'est vrai qu'il n'y a jamais aucun accident en France, et le nombre de morts en augmentation, on l'a aussi inventé. Et où est l'étude expérimentale? Il y a une étude qui a été menée sur quelques départements. On n'a jamais eu véritablement le résultat de cette étude, et pourtant Édouard Philippe, lorsqu'il a présenté son plan, s'est reposé sur cette étude. Est-ce qu'il n'y a pas là une petite supercherie ? En tout cas, le parlementaire auquel vous parlez n'a pas eu cette étude. Je vous le concède bien volontiers. Ah, vous ne l'avez pas eu ? Non. Mais vous souhaiteriez l'avoir. Avec plaisir. Pour davantage encore fonder votre religion. Avec plaisir. Enfin, on a comme mission non seulement le vote des textes. Je vous rappelle que c'est pas un texte qu'on vote, c'est pas une loi, c'est un règlement. C'est un règlement. Et on a une mesure d'évaluation de la politique du gouvernement. Et sur cette évaluation, il va bien falloir qu'on ait des critères sur lesquels se fonder. Et là, je suis d'accord avec vous, puisqu'il y a une clause de revoyure de cette mesure, mesure qui est prévue pour entrer en vigueur au 1er juillet 2018 et mesure qui doit être évaluée au 1er juillet 2020. Oui, enfin, on va pas. Excusez-moi, Sacha Houlié. Là, on va retirer des panneaux 90 pour mettre des panneaux 80. Ça va durer
ça va coûter 3 millions d'euros, c'est Madame Borne qui nous l'a dit. Donc on imagine bien qu'en 2020, on va pas s'amuser à refaire, si jamais ça ne marche pas, et remettre des panneaux 90. Non mais pour le coup, ça interroge sur ça interroge sur les routes qui seront ciblées et sur les routes qui sont nécessairement accidentogènes. Alors justement, Sacha Houlié, puisque vous représentez une majorité et vous dites c'est réglementaire. Vous avez quand même aujourd'hui une vingtaine de présidents de départements qui disent pas d'application verticale, c'est-à-dire bête et méchante de Paris. Est-ce que vous pouvez les écouter et dire, on peut faire du cas par cas, ce qui serait d'ailleurs peut-être une autre manière de faire de la politique et pas d'imposer de manière comme ça stricto sensu. Oui, d'abord je le pense, c'est parce qu'en plus ça représentera probablement des économies sur la mesure qu'on fera. C'est-à-dire que vous parlez de 3 millions d'euros, évidemment, 3 millions d'euros, ça veut dire qu'on ne remplacera pas tous les panneaux des routes à 90. Ça veut dire qu'il y a nécessairement des routes à 90 qui resteront à 90. Et donc ça montre que la mesure elle est ciblée sur les zones qui sont prétendument ou qui sont ciblées comme telles par le gouvernement comme étant accidentogènes. Mais vous vous rendez compte, vous rentrez dans un système, alors là autant je m'en fous moi de 80, 90, bon. Mais alors je trouve que si on commence à autoriser des élus locaux qui peuvent être sous pression de leur attendez, et alors dire ah bah non parce que moi sur ma route 80 ça va bien, vous allez voir je vais garder à 90 parce que je suis content. Mais c'est plus la France à ce moment-là. Il va y avoir une régionalisation, votons-là. Mais attendez, la prise en compte des préoccupations locales, c'est aussi une forme de pragmatisme. On a des routes sur lesquelles aujourd'hui il y a beaucoup de trafic, on a des routes sur lesquelles les espaces sont sécurisés, qu'on roule à 80 km/h. Pas de problème. On a d'autres où il y a des difficultés. Si on veut réduire, c'est pas aux élus locaux de décider. Mais on peut quand même les consulter. On peut quand même leur demander aussi ça risque d'être extrêmement. Vous voyez, c'est le début d'un mécanisme quand même. Parce que pourquoi le faire pour ça et pas pour le reste? Vous pensez qu'en France, on n'a pas entrepris déjà une forme de décentralisation? Je suis dans un état, moi. Moi, je suis William Gonadel. Moi, je suis un esprit simple. Je préférerais consulter la sécurité routière, les gens chargés des ponts et chaussées, plutôt que l'élu local. Moi aussi. Sincèrement. Moi, j'ai l'impression. Je ne veux pas faire un mauvais procès. Je ne veux pas faire un mauvais procès à ce gouvernement, encore moins à Édouard Philippe, que j'aime bien. Mais j'ai l'impression qu'on a voulu faire une sorte d'annonce qui coûtait pas cher, alors finalement qu'elle coûte de l'argent, et sur laquelle maintenant on n'est plus vraiment sûr. Vous, je vous entends quand même, vous êtes, et Marianne avait un peu raison de pointer ça, vous expliquez maintenant que ça va être un peu platonique et qu'on va pas davantage encore surveiller vraiment celui qui va être en contravention avec le nouveau règlement. C'est donc, c'est pas si important que ça. Mais vous voudriez qu'il y ait des contrôles à chaque coin de rue. Les gendarmes et les policiers, ils ont aujourd'hui d'autres choses à faire, principalement les gendarmes, puisqu'on parle de zones rurales. Ils ont aussi d'autres choses à faire. Ils les remettent sur le terrain, comme on s'apprête à le faire sur la police de sécurité du quotidien. C'est pas seulement pour leur faire contrôler la vitesse sur les routes. Il y a aujourd'hui, et vous parlez de territoire, aujourd'hui des recrudescences de cambriolage, d'atteinte aux biens des personnes. Eh bien, moi, je préfère qu'il y ait des rondes qui soient organisées par des gendarmes pour prévenir les cambriolages. Mais a fortiori, si vous me dites que finalement, le jeu n'en vaut pas la chandelle, on va pas embêter les Pandores avec ces choses-là et on va s'occuper des cambriolages. Changez pas faites autre chose, changez pas les panneaux. Changez pas les juste à la main. Mais attendez, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, je vais les contrôler moi-même aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que vous savez pertinemment que les contrôles, ils sont déjà présents sur des axes accidentogènes, que c'est ces axes-là même qu'on s'apprête à baisser la vitesse. Non, c'est pas vrai. Ils sont présents là où ils peuvent nous baiser. Faut arrêter. Non, mais franchement. Ça, c'est une remarque populiste que je partage pas. Franchement, remarque populiste. C'est populiste. Moi, je vais vous dire des radars où d'un seul coup ça passe à 70 à l'heure. Alors absolument rien te prévient et tu te retrouves. Mais tout le monde se fait avoir. Faut pas me dire que c'est accidentogène. Mais c'est les 70 km/h, arrêtez, c'est auprès des hameaux et quand vous passez au milieu d'habitations. Mais non, sérieusement, sans être populiste, Sacha Houlié, il faut reconnaître que c'est. Il peut arriver que le populiste Liebig ait raison. Sans être poujadiste et populiste, Sacha Houlié, il faut reconnaître que cette politique des radars à ses limites, puisque le nombre de morts est reparti à la hausse ces dernières années, alors qu'on n'a jamais eu autant de radars sur nos routes. Donc, je termine. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, effectivement, il faut sans doute lutter toujours contre la vitesse excessive, mais il y a d'autres aussi causes d'accidents qui sont un peu oubliées. Le contrôle d'alcoolémie. Il faut forcément, vous dites pas trop de gendarmes, mais si, pour faire des contrôles d'alcoolémie, il faut des gendarmes sur les routes. C'est pas ce que j'ai dit. Les gendarmes sur les routes, on les voit plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu la menace terroriste, il y a eu d'autres obligations, parce que aussi, c'est vrai qu'on a moins embauché de gendarmes et de policiers ces dernières années.
années et qu'on se rend compte aujourd'hui. C'est pas le plan du gouvernement. Voilà. Mais parce que reconnaissez qu'on est arrivé au bout d'une logique sécuritaire sur nos routes et qu'il faut trouver peut-être d'autres moyens. Mais enfin, d'abord, il y a les expérimentations qui sont faites sur le démarrage des véhicules pour les gens qui ont été attrapés pour de l'alcoolémie au volant. Il y a l'usage du téléphone qui, lorsqu'il sera constaté avec une autre infraction, entraînera un retrait automatique pour le constater, de construire. Il faut aussi des gendarmes. Il faut des gendarmes. Mais vous parliez tout à l'heure des forces de l'ordre qui avaient en moins. 2007-2012, c'est moins 12 000 fonctionnaires de police ou de gendarmerie, ou enfin en tout cas de forces de l'ordre. Pour autant, entre 2012 et 2017, on en a rajouté que 8 500. Il en manque dans la balance. Parce qu'en plus de ça, on a aussi créé des nouvelles missions sur de l'antiterrorisme, sur de la cybercriminalité. On s'apprête aujourd'hui à en créer 10 000 sur le quinquennat, ce qui permettra d'abord, sur une première partie, de recouvrer les effectifs qu'il y avait en 2007, juste de recouvrer les effectifs qu'il y avait en 2007, et ensuite de simplifier leur mission, pour leur permettre d'être sur le terrain et de faire leur boulot. Parce que quand vous demandez à des gendarmes ou à des policiers d'être sur le terrain, que pour 1 heure sur le terrain, eh bien ça prend 7 heures de procédure, c'est pas normal. Donc ça, c'est la police de sécurité du quotidien qu'a annoncé Gérard Collomb il y a déjà de cela un mois. Donc c'est un tout. Il faut que, 1, il y ait plus d'agents, que 2, ils aient plus le temps de faire leur mission, et qu'ensuite, ils aient le temps de verbaliser les infractions lorsqu'ils les constatent, infractions qui soient des infractions routières ou des infractions qui soient des nouvelles infractions, l'usage de stupéfiants, les forfaitisations sur le harcèlement de rue, etc. etc. Alors justement, vous parlez de répression, de justice. Hier, Emmanuel Macron a annoncé la fin des courtes peines et une partie de la droite estime que finalement il fait du Christiane Taubira, le Front National, mais aussi Éric Ciotti. Oui, ce ne sera jamais assez pour cette partie-là. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'a fait Christiane Taubira ? Elle a dit qu'en dessous de 2 ans, toutes les peines étaient systématiquement aménagées. C'était les contraintes pénales. Voilà. Sauf erreur, je pense que c'était une mesure de Rachida Dati. Les contraintes pénales. L'aménagement en dessous de 2 ans. Alors, il y avait l'aménagement en dessous de 2 ans, mais la proposition justement des peines aménagées, des préparations à la sortie, des bracelets électroniques, c'était la contrainte pénale décidée par Christiane Taubira. Elle a été au-delà de ce qu'avait proposé et ensuite aménagée par Jean-Jacques Urvoas. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que finalement, les peines qui sont prononcées, elles ne sont pas exécutées. Et que lorsque les peines, elles sont trop courtes, elles sont totalement destructrices, parce que si on a des personnes qui sont en situation d'emploi, si on a des personnes qui, demain, doivent payer une pension alimentaire, on les désocialise. Donc qu'est-ce qu'on dit ? On dit, en dessous d'1 mois, on n'enferme plus. Ça sert à rien, et pour le coup, on n'a aucune version réparatrice. En dessous de 6 mois, on essaie d'aménager automatiquement la peine. Et au-dessus d'1 an, lorsque vous êtes condamné à plus d'1 an de prison, vous faites automatiquement une peine de prison. C'est une mesure qui se veut pragmatique, qui veut qu'on a des peines qui sont vraiment réalisées. C'est laxiste ou pas ? Moi, je ne pense pas qu'enfermer des gens, dès lors qu'ils ont automatiquement une peine de prison d'1 an est prononcée, ce soit laxiste. Par contre, est-ce que c'est judicieux de dire aux personnes, on vous laisse la possibilité d'aménager vos peines par un bracelet électronique, par des travaux d'intérêt généraux dont on développe une vraie politique nationale, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà, aujourd'hui, ça n'existe pas. 3%, je crois. Eh bien, c'est peut-être plus intelligent, parce que une personne qui est condamnée pour une petite infraction, au départ, on lui laisse la chance de réparer son erreur, de repeindre les murs qu'elle a tagués, aller aider des personnes âgées dans les EHPAD là où elle a commis des dégradations. Voilà, il y a des choses qui peuvent être utiles. Est-ce que le tout prison ça marche ? Non. Par contre, est-ce qu'il y a des gens qui doivent y aller lorsqu'ils ont fauté ? Oui. Alors la vraie question, c'est vous allez les mettre où en fait ? Parce que moi, il n'y a pas de difficulté, on entend bien, mais il n'y a pas de place. Justement, regardez, typiquement lorsqu'on a des récusations de sursis, on emprisonne automatiquement, y compris si on a des courtes peines. Voilà. Ou alors lorsque le juge des applications des peines dit non, finalement, je ne peux pas proposer d'aménagement, j'enferme sur des courtes peines. C'était les peines de moins d'1 mois, y compris pour les infractions routières dont on parlait il y a quelques minutes. Vous pensez que si vous enlevez les moins d'1 mois de prison, vous aurez la place pour mettre les plus d'1 an ? Non, parce qu'on n'a pas suffisamment de place déjà et qu'on sait qu'on a de la surpopulation carcérale. Mais c'est la raison pour laquelle on construit aussi 7000 places. Mais vous avez les baissé aurez pas un aujourd'hui. petit peu la voilure. Mais pourquoi on a baissé ? Par rapport aux annonces au départ du président, vous avez baissé. Pourquoi on a... Je vous le Pourquoi ? Je ne fais aucun procès d'intention sur cette histoire-là, je suis plutôt pour. Mais je vais vous faire remarquer qu'il va en manquer. Il en manque déjà. Il en manque. D'abord, il en manque. Ça, sinon, il n'y aurait pas 120% d'occupation dans nos prisons. C'est certain. Même 100% en région parisienne. Voilà. Le problème, c'est est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on va construire du jour au lendemain les 15 000 ou les 7 000 places ? Non. Et 7 000 a dit le président déjà, il a divisé l'objectif par 2. Donc 7 000. Et par ailleurs, est-ce qu'on peut se dire que ce qu'on construit habituellement, donc les grandes centrales françaises, où on regroupe 1000 personnes, où on sait que les gardiens n'arrivent pas à gérer, que les détenus finalement sont en autonomie ou sont quasiment regroupés entre plus dangereux et qu'on favorise la criminalité, est-ce que ça marche ? Non. Ce qui implique que si on veut construire des places, il faut construire des petits centres pour
que les détenus soient surveillés, soient réinsérés et on puisse leur permettre de travailler. Et qu'un centre comme celui que moi je peux avoir à Vivonne, à côté de Poitiers, à 600 places, on est déjà presque trop. Donc si on construit des petits centres, eh bien, faut qu'on en construise plein, et ça coûte. Mais c'est efficace. Donc on préfère construire moins, mais mieux. C'est aussi un choix et c'est la raison pour laquelle on fait comme ça. Sacha Houlié, vice-président de l'Assemblée nationale, parlait du train des réformes. Très critiqué Emmanuel Macron d'ailleurs. Une demi-réforme par jour, matin, midi et soir. Et ça ne met pas grand-chose, c'est ce que dit l'opposition. Réponse dans un instant, Sacha Houlié reste dans le grand oral des GG. À tout de suite. Les GG, les grandes gueules sur RMC numéro 23, Gilles William, Goldnadel, Marianne Soubré, Étienne Liebig. Et dans le grand oral des GG, Sacha Houlié, il est vice-président de l'Assemblée nationale. Sacha Houlié, ça part un peu dans tous les sens avec Emmanuel Macron. Alors on a bien compris qu'il voulait réformer le pays, des réformes qui sont annoncées chaque semaine, souvent des demi-réformes, on ne va pas au bout d'une logique annoncée, parfois même un décalage entre le discours et ce qui sera réellement appliqué. Et au final, finalement, des sondages de popularité qui baissent. Est-ce que la magie Macron est en train de s'estomper ? Il y a deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans ce que vous venez de dire. La première chose, c'est effectivement, on a annoncé beaucoup de choses, donc on a un calendrier chargé, et donc on a des réformes. Mais on a des réformes parce qu'il y en a beaucoup qui ne les ont pas faites avant nous. Et qu'au final, pour remplir le programme qu'on a promis, pour tenir les promesses qu'on a faites, on est aussi obligé d'aller vite. Et je vais donner deux exemples pour vous montrer qu'on va beaucoup plus loin que ce que disent certains corps intermédiaires. D'abord, la réforme constitutionnelle. Demander au Sénat s'ils trouvent que c'est une demi-réforme. Eux, ils trouvent que le non-cumul des mandats dans le temps ou que la réduction du nombre de parlementaires, eh bien, ça va beaucoup trop loin. Enfin, le Sénat n'est pas le curseur de la modernité en France. Prenons un autre exemple. Demander aux syndicats patronaux ou aux syndicats salariés, au vu de ce qu'ils avaient négocié dans l'accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle et son financement. Voilà. Demander s'ils trouvent qu'on est allé pas assez loin ou trop loin. Oui, pour l'instant, vous êtes allé nulle part. Eux, ils trouvent, au vu des annonces de Muriel Pénicaud, non, mais c'est une proposition. sur le compte de formation et sur le fait de dire tous ceux qui sont les moins qualifiés, ils vont avoir beaucoup plus, parce que c'est vers cela qu'on doit permettre la formation professionnelle et le renouvellement des parcours pour qu'ils puissent changer, ils trouvent qu'on allait beaucoup trop loin. Oui, mais vous savez, sur une question comme ça, il y a l'intention, et là votre intention, elle est vraiment, là moi je suis vraiment content si ça peut se faire. Il y a l'intention, puis après il va y avoir un ensemble de pression, de lobby, des boîtes de forme, etc. qui vont se mettre au travers du chemin. Et j'aimerais voir à la fin ce qui va rester de la bonne intention du départ. Mais sur ce sujet, moi je suis pas forcément aussi inquiet que vous, parce que on a déjà fait la loi sur la confiance dans la vie publique, où on a fait un certain nombre de toilettages de ce qui devait être fait pour la probité des élus nationaux. On a fait le budget dans lequel on va être pour la première fois en sortie de procédure de déficit excessif du point de vue de l'Union européenne. On est parvenu à sortir de l'état d'urgence tout en garantissant des mesures qui protègent aujourd'hui efficacement les Français. On a entrepris des mesures, on en parlait tout à l'heure sur la loi qui sera la loi logement et aménagement du territoire, dans lequel on a contraint les opérateurs téléphoniques à équiper en 4G et en Internet haut débit toutes les zones de notre territoire, y compris dans 3 ans. Donc, alors je repose ma question différemment. Comment expliquez-vous la baisse dans les sondages Emmanuel Macron ? Alors, peut-être que effectivement les annonces sont trop nombreuses pour être toutes entendues. Peut-être que finalement il n'y a pas non plus le récit, parce qu'on avait un récit qui était audible au préalable. On avait un récit qui était sur la façon dont on s'organisait au niveau européen, la façon dont on permettait la mobilité des personnes. Donc de pouvoir retrouver un travail lorsqu'elles le perdent, ce qui était la formation professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un problème plus de fond et après, moi j'ai mais sur ce point précis, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus de fond, c'est que Emmanuel Macron, il a été en gros au début choisi pour ce qu'il représente par 25% des électeurs, c'est-à-dire pro-européen, pro-business, plutôt libéral, donner un peu plus de liberté, etc. Après, beaucoup de gens ont voté pour lui parce que c'était le rempart contre le Front National ou contre Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Bref, aujourd'hui ça s'estompe, on est 9 mois après cela, et il ne peut plus continuer son chemin politique sur ce postulat de départ. Il faut qu'il invente quelque chose, Macron. Sauf que c'est quoi la doctrine Macron ? C'est quoi le macronisme ? Dans ce que vous dites, il y a quelqu'un d'autre qui a choisi une autre voie en disant j'ai été élu contre le Front National, donc il m'appartient surtout de ne rien faire.
C'était en 2002. Jacques Chirac. Et on a vu ce qui se passait lorsqu'on avait décidé de finalement ne pas entreprendre les réformes qui étaient attendues de tous, après une cristallisation autour du Front National. Donc je pense que la meilleure réponse aux inquiétudes qui ont été exprimées. Et je ne pense pas qu'on puisse toutes les traiter et toutes y répondre. Donc Macron ne fait pas du Chirac. Macron ne fait pas du Chirac. Il y aura forcément une opposition dans ce pays, et une opposition multiforme. En revanche, dès lors qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, avançons sur ce que nous avons promis, faisons ce que nous avons dit de faire, et ça, pour le coup, on ne peut pas nous reprocher de tenir les engagements que nous avons présentés. Moi, je considère que la question posée par Truchot, en termes d'impopularité, elle est essentielle. Elle porte sur la question centriste. On a affaire à un président centriste à une période où peut-être le centrisme n'est pas forcément pour les gens. Attends, la meilleure réponse. Moi, j'ai commis un article dans le Figaro, je l'appelais. Vous l'aviez lu ou pas, Sacha Houlié? Non, je suis certain que oui. Mais je suis certain que oui. On vous le fera parvenir. Mais il est venu avec. Ça s'appelle le président chauve-souris. C'est dommage. Je développais. Batman, c'est déjà un super-héros. Si je peux aller jusqu'au bout. Je développais l'idée que Macron, c'est la chauve-souris de la fable. Je suis oiseau, voyez mes ailes. Je suis souris, vive les rats. C'est-à-dire qu'il veut, c'est vrai, contenter tout le monde et son père. Et du coup, il n'est pas très populaire parce que la chauve-souris, c'est un mammifère qui n'est pas très populaire. Sur les lois, par exemple, pardon de vous le dire, sur les lois sur l'immigration, on peut tout trouver. Il veut de la fermeté, en même temps il fait faire un rapport où on est au contraire dans le laxisme. Sur la SNCF, c'est quand même une réformette où il touche à tout, sauf au statut, ni à la retraite. Donc, pardon... Mais je suis pas en train de vous dire qu'il a tort. C'est la ligne du en même temps. C'est la ligne du en même temps. Je suis pas en train de vous dire qu'il a tort. Je suis en train de vous dire qu'un type de droite, par exemple, ne va pas y trouver son compte, et qu'un type de gauche trouvera au contraire qu'il va trop loin. Ça explique mathématiquement et arithmétiquement pourquoi la chauve-souris n'est pas populaire. C'est tout. Alors, moi je mettrais quand même une réserve, c'est-à-dire que si on s'en tient en simples chiffres, et moi je pense qu'il ne faut pas s'en tenir en simples chiffres, mais au ressenti. Mais si on s'en tient en simples chiffres, les codes de popularité d'Emmanuel Macron, du président de la République, au stade du mandat dans lequel il est, elle est supérieure à celle de Nicolas Sarkozy ou celle de François Hollande. Ça veut dire que heureusement pour lui, sinon ça va mal finir. On lui donne. Non mais ça va mal finir pour Sarkozy et Hollande qui ont été quand même beaucoup plus de crédit deuxième mandat pour faire des mesures. Après, effectivement, vous parlez de la loi asile-immigration dont on pourrait quasiment ériger en exemple sur le sujet. Sur la loi asile-immigration, effectivement, pour les personnes qu'on décide de protéger au titre du droit d'asile, avec des titres pluriannuels, avec des demandes faites au nom de toute la famille, avec des protections qui sont supplémentaires, oui, on va protéger certainement plus de personnes. En revanche, aujourd'hui, et d'ailleurs, on accueille déjà des personnes, puisque c'est 45 000 protections au titre du droit d'asile sur 100 000 demandes, 262 000 titres de séjour par an. En revanche, toutes celles qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français, on va les reconduire. On va les reconduire avec des dispositifs légaux ça, les dans la Français, loi. ils l'ont déjà entendu, la reconduite. Oui, il n'y en a pas. Sauf que, pareil, on va donner des chiffres précisément. En 2016, avec le Mali, on a reconduit un ressortissant. Est-ce que, pour autant, on a accepté tous les ressortissants maliens qui demandaient une carte de séjour ou le droit d'asile en France? Non. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de convention de réadmission avec le Mali. Oui, mais pourquoi le Mali n'a jamais voulu signer la convention de réadmission? Tout simplement parce que le Mali est le pays qui a le plus d'argent, en fait. C'est un pays qui a un ministère, même des Maliens de l'étranger. Parce que l'argent qu'ils reçoivent des Maliens qui vivent en France les fait vivre, en fait. C'est la raison pour laquelle tout s'organise avec des politiques. Si vous ne faites pas du développement sur place, les gens continueront de venir. Ça aussi, c'est mathématique. Entre autres. Mais donc, tout ça va de pair. Et en même temps, il est aussi organiser le développement, mais reconduire. Mais en même temps, et avoir des règles. Monsieur le député, monsieur le vice-président, le en même temps. Quand vous savez que pour l'instant, il n'y a pas de reconduite. Quand vous savez l'exemple malien, la moitié des reconduites, c'est sur Mayotte. Quand on fait les calculs, c'est uniquement sur Mayotte. Ça coûte très cher aussi. Il faut voir aussi le coût d'une reconduite. Demandez à monsieur le ministre de l'Intérieur s'il ne reconduit pas des Albaniens aujourd'hui. Entre le fait que les reconduites, ça sera pour demain, et qu'aujourd'hui, vous avez ouvert une sorte justement de regroupement familial bis en décidant que les frères et les sœurs pourront maintenant venir rejoindre les gens qui seront éligibles au droit d'asile. Pardon de vous dire que ça peut expliquer l'impopularité
de la chauve-souris. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que vous dites est erroné, c'est au lieu de faire 4 demandes, on en fait une au nom d'une famille. Et donc au lieu de traiter 4 procédures en préfecture en même temps, on en traite une seule. Non, mais les autres qui sont pas venus, mais les autres qui sont pas sur le territoire. On parle des réfugiés. Une personne qui vient. Ouais. Qui a un conjoint qui travaille en France, qui vient avec ses 2 enfants. Est-ce qu'on lui fait déposer 3 dossiers en préfecture ou est-ce qu'on lui a fait déposer 1 ? En sachant qu'on va lui donner les 3 titres, puisque c'est un regroupement familial, vous l'avez dit. Et ça, c'est une politique qui a été conduite par tous les gouvernements précédents. Et nous, on fait une simplification administrative. Et la préfecture, plutôt que de traiter 3 demandes, elle en traite une d'un coup, et ça va plus vite, et c'est mieux fait. Je vous signale simplement. Et comme ça, on simplifie un peu des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne sont pas faites aujourd'hui. Monsieur le député, qu'en principe, le premier réfugié éligible au droit d'asile, c'est celui qui peut prouver qu'il a des problèmes personnels. Ah mais là vous parlez je vous parle de ça. Je ne parle pas du droit d'asile. Et moi je parlais le regroupement familial se tire des cas de séjour. C'est pas du droit d'asile. Je vous parle de la disposition par rapport aux réfugiés éligibles au droit d'asile, de décider que maintenant ça ne portera pas uniquement sur les enfants, mais sur les frères et les sœurs. C'est dans votre disposition. Question Marianne Soubray. Oui, moi je vais changer un peu de sujet. En fait, on avait le sentiment, et c'est peut-être aussi ce qui explique la baisse, c'est qu'on aurait un vrai vent de nouveautés, on va dire, avec ce président. Et au final, je trouve qu'il ressemble aux autres. C'est-à-dire qu'il nous a vendu une réforme de la fiscalité qu'on ne verra jamais, une réforme des retraites qu'on ne voit pas non plus, et qui ne sont pas du tout... Alors attendez, j'ai pas fini. Et surtout, une autre façon de gouverner, avec un Premier ministre qui est l'exécutant, et lui, en fait, donnerait les grandes lignes. Mais moi, par exemple, voilà, sur la justice, ma garde des Sceaux, je la vois jamais. Hier, qui a pris la parole pour annoncer une réforme qui normalement aurait dû être annoncée par le garde des Sceaux, mais le président de la République. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un nouveau président Sarkozy qui tout d'un coup reprend les manettes de tout. Et moi, j'aime pas ça en fait. À l'Assemblée, par exemple, vous avez du pouvoir. Vous savez, tu es injuste envers à quoi sert un député? Non, mais il n'y a pas de malice dans ma question. À quoi sert un député de la République En Marche si tout est décidé par l'exécutif? Non, mais tout n'est pas décidé par l'exécutif. On parlait de la loi asile-immigration sur la suppression de la notion de pays tiers sûr dans le texte. C'est quand même nous qui l'avons obtenu et j'ai même eu l'occasion de l'annoncer. Sur des propositions sur les retraites, je mène un combat, moi, pour qu'il y ait un rétablissement de la demi-part fiscale des veuves sous condition de ressources. La grande réforme des retraites, la grande réforme fiscale, c'est exactement ce sur quoi je voulais. Alors d'abord, on n'a pas promis de grandes réformes fiscales. Par contre, on a promis une réforme des retraites. Vous auriez dû, parce que c'est ce C'était Hollande qui l'avait promis et je suis d'accord avec vous qu'il ne l'a pas fait. Pour ce qui concerne la réforme des retraites. Mais là, en fait, finalement, on touche du doigt ce qui est des contradictions, parce que vous nous dites qu'on multiplie les réformes et qu'elles ne sont pas imprimées, et qu'en même temps, on n'irait pas assez vite sur certaines. La réforme des retraites... mais je pense que vous avez peur des grandes réformes. Non, la réforme des retraites, il y a une mission qui est confiée à Jean-Paul Delevoye en ce moment. Elle est prévue pour remise du rapport en 2019, et donc elle sera faite en 2019, la réforme des retraites. Voilà. Mais on va pas ouvrir plus de chantiers qu'on en a déjà ouverts, parce que sinon vous nous reprochez qu'on en fait encore trop. Et pour le coup, c'est quelque chose qui a été prévu et sera fait. Et on ne cherchera pas à se dérober. La posture du président qui, en fait, reprend tout. Fait tout. Mais voilà. Ça, on le sent. Et qui nous avait vendu, en fait, un président quand même laissant les autres. Enfin, je veux dire... Le président... Fidèle à ce qui s'est passé finalement sur le discours de Versailles, il fait les grandes annonces, il donne les grandes orientations, et ensuite c'est et le Premier ministre et les ministres qui les déclinent et qui discutent avec les parlementaires pour le vote des textes et les aménagements qui sont portés par nous. Et ce qui conduit par ailleurs à des choses qui sont invisibles mais qui sont pas non moins efficaces. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un parlementaire de la majorité, est-ce que vous avez intérêt à présenter 15 amendements en séance pour qu'ils soient rejetés, ou est-ce que vous avez intérêt à négocier au préalable avec les ministres pour que votre amendement il figure dans le texte initial? Moi, j'ai préféré les secondes versions, et c'est comme ça que je travaille. C'est probablement moins visible, c'est probablement moins palpable pour les gens qui nous ont élus, mais c'est redoutablement efficace pour avoir une efficacité normative. Mais moi, j'ai l'impression que même les proches de Macron et même les députés sont surpris quand même par le côté quand même... omniprésent. Omniprésent et un peu royaliste du président qui incarne quand même... Alors, je pense que ça peut plaire
Je pense que ça peut plaire parce que symboliquement on a tous on est tous monarchiques, mais en même temps je pense que c'est un gros risque par rapport à la véritable démocratie. Non, mais le paradoxe, à la démocratie parlementaire. C'est la 5e République. Le paradoxe, c'est que on ressent dans beaucoup de propos qu'on voudrait qu'on décide vite, qu'on aille vite et qu'on assume. Et puis finalement, il faudrait aussi que le président soit distant et détaché. Et ce paradoxe, il ne peut pas être résolu. Et donc, dès lors qu'une voie a été choisie, qui est de choisir des orientations politiques fortes, qui sont assumées par le président de la République en tant que grand réformateur, eh ben, c'est une voie qu'on assume, c'est une voie qu'on avait présentée et proposée. Et je pense que à ce stade, c'est la bonne voie. Merci Sacha Houlié, vice-président de l'Assemblée nationale, d'être passé par les GG, les grandes gueules, le grand oral. Merci.